Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Bien dans ma thèse. Si vous êtes actuellement étudiant et que vous vous posez des questions sur le doctorat, qu'est-ce qu'un doctorat, pourquoi faire un doctorat et comment s'y prendre, si vous êtes déjà actuellement doctorant et que vous souhaitez entendre des retours d'expérience de d'autres doctorants, être inspiré et surtout vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, ou bien si vous êtes déjà docteur et que vous souhaitez en apprendre plus sur d'autres domaines que le vôtre. Bienvenue, je m'appelle Mathilde, je suis actuellement en 3e année de doctorat et je suis la fondatrice de Bien dans ma thèse. Au travers de ces épisodes, je pars à la rencontre de vous, doctorantes et doctorants, pour que vous puissiez nous partager vos retours d'expérience, vos quotidiens, vos angoisses, vos peurs, mais aussi vos joies. Alors installez-vous bien confortablement et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bien dans ma thèse et de démarrer enfin cette saison 3. Alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que mon absence s'explique en partie par le fait que j'ai démarré ma rédaction, oui, on adore, et que je suis rentrée de ma mobilité d'Angleterre, donc j'avais pas mal de choses à gérer. Alors aujourd'hui, je suis super contente de commencer cette nouvelle saison en compagnie d'Emeline et Célian qui sont tous les deux doctorants en droit de l'e-sport. Donc c'était super intéressant puisque c'est un domaine très récent dans la recherche. Donc j'espère que ça vous plaira parce que moi ça m'a beaucoup plu. Et je voudrais m'excuser d'avance parce que dans un premier temps cet épisode est assez long puisqu'on était 3. Donc je vous conseille de prendre de quoi vous restaurer pendant la prochaine heure. Mais je m'excuse surtout parce qu'il y a des petites interférences, des petits bruits pendant l'enregistrement. Donc je l'explique par le fait que c'était un de mes premiers podcasts que je refaisais en face-to-face depuis très longtemps. Donc je suis vraiment désolée, j'ai pas très bien géré les paramètres, donc j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Et puis je vous souhaite un très bon épisode et je vous dis à très bientôt. Bonjour Emeline, bonjour Célian, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bien dans ma thèse. Alors aujourd'hui c'est spécial parce que je n'ai pas un ou une invitée, mais j'en ai 2 pour le prix d'un, donc j'espère que vous allez apprécier cet épisode. Célian et Emeline, pourquoi je vous ai conviés tous les deux en même temps, c'est parce que vous faites une thèse un peu dans le même domaine, sans forcément faire la même chose, mais je trouve ça super intéressant. Et surtout qu'on va parler recherche et e-sport, donc ça, on adore. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de vos doctorats, j'aimerais que vous présentiez vos parcours scolaires. Donc tu peux commencer, Emeline, si tu veux. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Emeline. J'ai commencé par une licence de droit classique, un baccalauréat économique et social à l'époque, on peut dire ça puisque ça a changé maintenant. Donc baccalauréat économique et social, et ensuite j'ai fait une licence de droit classique à l'université de Rouen. J'ai ensuite complété avec un master 1 pré-spécialisé, je voulais vraiment me spécialiser assez tôt. Donc j'ai commencé par un master 1 en propriété intellectuelle et droit du numérique à l'université Paris-Saclay, donc faculté Paris-Sud Jean Monnet. Et ensuite j'ai été sélectionnée dans le master 2 propriété intellectuelle appliquée, en alternance, du coup, donc en fait, ça fait quelques années maintenant que je fais une alternance. J'ai l'habitude du rythme, on va dire, et là, propriété intellectuelle appliquée, nouvelles technologies, etc. Voilà, donc spécialisé propriété intellectuelle pour ma part. Bonjour, alors moi je m'appelle Célian, j'ai fait aussi un bac économique et social, je sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui. Puis j'ai tout de suite embrayé sur une licence de droit à Paris Sud à l'époque. Donc à Sceaux, qui est maintenant Paris-Saclay. J'ai toujours voulu faire du droit, je me suis toujours dit que je me destinais à la carrière d'avocat, puis bon, ça a changé au fil de mon parcours. J'ai fait une licence de droit classique, sans aucune spécialisation, un master 1 qui était assez classique aussi, j'ai fait droit privé général, et en master 2, je suis parti à l'université d'Evry, qui est aussi rattachée à Paris-Saclay, et j'ai fait le master 2 contrat d'affaires et du crédit, donc qui est devenu master 2 droit des contrats d'affaires depuis cette année, sous la direction du professeur Outsif, qui est devenu mon directeur de thèse. Voilà. Pourquoi vous êtes en doctorat actuellement ? Est-ce que ça a été toujours une envie ? Est-ce que ça s'est proposé à vous ? Comment ça s'est passé ? Alors pas du tout. Je vais dire, j'ai jamais voulu faire de doctorat. C'est un peu trivial, mais non. Moi, l'idée, en fait, quand j'ai fait mon master 2 en alternance, c'était de travailler juste après, en fait. C'était vraiment de faire juriste en entreprise. J'avais fini mon parcours, entre guillemets. Et voilà. Le fait est que mon alternance, elle m'a pas convenu. Je suis pas allée au bout des choses. Je sentais que j'avais besoin d'aller plus loin, en fait. Je me plaisais bien dans les études. Mon master 2, c'était un master que j'ai adoré, avec des cours super intéressants, etc. Du coup, je me suis dit,
il me manque quelque chose. Je veux vraiment être spécialisée dans quelque chose, et que faire? J'ai eu la possibilité, pourquoi pas, j'ai pensé au deuxième Master 2, mais je me suis dit, c'est qu'un an, est-ce que ça te spécialise vraiment, etc. Bref, j'ai hésité, et puis un jour, en parlant avec ma directrice de Master, du coup, Madame Groff-Charrier, elle m'a dit, pensez à la thèse CIFRE. Et j'avais une amie qui faisait une thèse CIFRE, juste avant moi, on a 1 an d'écart. Et du coup, je lui en ai parlé, et elle m'a dit, franchement, c'est un bon plan. Et qu'est-ce que la thèse CIFRE? La thèse CIFRE, c'est une thèse en alternance, en gros. On travaille dans une entreprise, on est sous contrat avec l'université et l'entreprise, et on a du temps alloué à cette recherche. En gros, c'est le résumé de la thèse CIFRE. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et ensuite, il a fallu que je trouve un sujet. Et je me suis lancée, en fait, dans le doctorat un peu par hasard, parce que j'avais juste besoin de plus de j'avais besoin d'apprendre encore, en fait. Et l'idée du doctorat, c'est qu'on en apprend tous les jours. Ouais. Voilà pour moi. Et pour toi? Alors, ça a jamais été une idée qui m'a complètement rebuté, mais c'est vrai que dès la L1, je me suis rendu compte que en fait, étudier c'était très long et très pénible, donc ça n'a pas été ma voie privilégiée dès le départ. J'en ai eu très très vite marre de l'université, comme tout le monde, hein, j'étais pas non plus décrocheur. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à discuter avec quelques profs, avec quelques chargés de TD. À ce moment-là, je me suis pas intéressé au doctorat, mais je me suis passionné pour le fonctionnement de l'université en tant qu'institution, son rôle dans la société, l'idée que, c'est moins possible aujourd'hui forcément à cause de plein de facteurs, mais du fait que les étudiants apprennent chacun des autres, que les profs apprennent un petit peu de leurs élèves aussi, l'idée d'un enseignement et d'une recherche publique, des étudiants qui bénéficient d'un enseignement, puis qui décident à leur tour de transmettre le savoir qu'ils ont appris en l'approfondissant de leur côté avec leur recherche. Donc l'université en tant qu'institution m'a vraiment passionné. Et puis au cours de ma L3, je crois, 3e année de licence, j'ai découvert les vlogs de thèse de Manon B. On a tous commencé par ça. Voilà. Et je crois que ça a été 24 heures qui sont passées très très vite, où j'ai regardé tous les épisodes. Je suis tombé sur un épisode, mais complètement par hasard. Je ne connaissais pas du tout Manon Bril ou rien. Je suis tombé sur cet épisode par hasard. Et j'ai tout de suite accroché. Donc j'ai dit, ok, stop. Tu retournes au premier épisode et tu regardes tout. J'ai tout regardé. Et en plus, je crois que c'était soit peu avant sa soutenance, soit pile avant sa soutenance. Ouais, elle a commencé ses vlogs de thèse pendant sa rédaction, en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai eu, grâce à ça, j'ai pu voir tout le déroulement d'une thèse. Et je me suis dit, ah ouais, ça a l'air cool quand même. Pouvoir passer ses journées à approfondir un sujet qu'on a choisi. Et tout ça en autonomie, pour faire avancer la connaissance globale, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner en M1 à l'époque, donc à Sceaux. Je me suis renseigné auprès de profs qui ont été très bienveillants à mon égard, auprès de chargés de TD, à qui j'ai posé des questions. Et en fait, au moment de me trouver un sujet, je travaille dans l'e-sport depuis bientôt 5 ans. J'ai été agent pendant 3-4 ans, j'ai bossé dans plusieurs boîtes, j'ai fréquenté quelques personnes, et du coup, j'avais vraiment un pied dans l'e-sport déjà. Et au cours de ma carrière d'agent, je m'étais rendu compte que les contrats que passait le joueur professionnel d'e-sport au cours de sa carrière, c'était très peu abordé. Et personne ne savait trop quoi faire, et donc je me suis dit, mais du coup, ça serait un bon sujet, ça, pour travailler. Donc, c'est une idée qui est restée un petit peu en sommeil pendant mon Master 1, même si je commençais à me renseigner un petit peu. Et puis, à la fin de mon Master 1, j'ai été accepté à l'Université d'Evry, près du professeur Dimitri Outsieff. On s'est contacté sur Twitter. Et je ferai beaucoup de références à Twitter, parce que je dois énormément à Twitter dans mon parcours. Bon, j'avoue que moi aussi. À beaucoup d'égards. Et donc j'ai parlé avec le professeur Outsieff, j'étais à Nantes à ce moment-là, je faisais un stage dans un cabinet d'avocats. J'ai parlé avec le professeur Outsieff, on a échangé au sujet du master, et je lui ai dit, j'ai une idée de thèse, quelles seraient mes possibilités de le réaliser à Évry? Il m'a dit, écoutez, il faudrait qu'on se rencontre. Et en à peine une dizaine de jours, j'étais
dans un café à Paris avec lui, à discuter de mon projet de thèse. Alors, il n'y connaissait rien à l'e-sport. Pendant 1h30, je lui ai parlé d'e-sport, je lui ai parlé de mon parcours. Je lui ai dit, voilà, moi, j'aimerais faire une thèse sur les contrats de l'e-sportif professionnel. Parce que je sens que là, il y a quelque chose, et ça pourrait être quelque chose qui intéresserait l'e-sport et la pratique de l'e-sport. Je lui ai parlé pendant 1h30. Il m'a posé des questions, il a été très intéressé, très bienveillant, quand bien même il ne s'y connaissait pas du tout, et c'est quelque chose auquel on s'est beaucoup heurté, je pense. Et à la fin, il m'a dit, écoutez, vous avez l'air d'être bien calé sur votre sujet, vous savez de quoi vous parlez, donc faites votre M2 chez moi, et pendant notre année de M2, on travaillera sur votre projet de thèse, et si vous voulez que je vous dirige, ça serait avec plaisir. Donc toi, t'as quel contrat aujourd'hui ? Actuellement, j'ai un contrat doctoral qui est financé par l'Université d'Evry. Donc t'as passé le concours doctoral aussi ? Oui, et là aussi, ça a été encore une aventure. Ouais, donc voilà, ce qui est intéressant avec vos profils, c'est qu'en fait, vous avez 2 contrats doctoraux totalement différents. Déjà, une première question, est-ce que le doctorat dans le parcours du droit, parce que vous venez essentiellement de droit, enfin d'un cursus de droit, est-ce que c'est quelque chose qu'on met vachement en avant, le doctorat, ou pas du tout ? Est-ce qu'on en parle beaucoup ? Ouais, je pense que dans le droit, on parle énormément du contrat doctoral. Le doctorat en droit, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qu'on valorise énormément d'ailleurs, et c'est à souligner parce que c'est important, et franchement, je remercierai jamais assez ma filière d'être aussi impactante sur le doctorat, en tout cas. Sur le contrat CIFRE, en revanche, moi je me suis heurtée vraiment dans les écoles doctorales, etc., même au sein de l'université directement, qu'est-ce que c'est que le contrat CIFRE à titre personnel, parce qu'ils ne connaissaient pas, parce que c'est vrai que le contrat CIFRE habituellement c'est pour les sciences dures plutôt. Ouais. En tout cas, il est plus connu pour des sciences telles que la physique, les mathématiques, bref, vraiment les sciences dures, actées, etc. Et de plus en plus en droit, on arrive typiquement au CERDI aujourd'hui, on est 4 thèses CIFRE, alors qu'il y a 2 ans il n'y en avait pas du tout, de 3 ans il n'y en avait pas du tout. Donc bon, on sent une évolution, mais globalement le doctorat, je pense que le doctorat il est valorisé. En tout cas, je sais pas si t'as la même vision que moi, mais alors pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Alors je pense que ça dépend beaucoup des pratiques de chaque université, mais j'avoue que les approches du doctorat que j'avais, c'était grâce à mes chargés de TD. Qui étaient souvent des doctorants et qui, au cours des TD, on leur posait des questions sur leur sujet de recherche, mais l'initiative venait de nous. Et j'ai trouvé justement, j'étais assez étonné que on nous parlait peu du doctorat. Et vous étiez pas très accompagnés, quoi. Alors, c'est un autre problème. C'est un autre problème. De mon côté, j'ai la chance que mon labo, le centre de recherche Léon Duguy, nous accompagne énormément. On a été vraiment, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais on a été vraiment bien accompagné, mais il faut faire la démarche de s'intéresser au doctorat. De mon côté, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. On nous a pas initié au doctorat. On nous a pas présenté la thèse comme une voie possible à la fin de nos études. Ouais, effectivement, c'est moi de prime abord qui étais voir les gens en disant je suis intéressée, mais typiquement moi dès la 3e année de licence, il me semble, donc j'étais encore à Rouen, on nous parlait de la thèse de manière... Alors je pense que ça dépend aussi énormément des professeurs également, enfin ça dépend de plein de choses, de tout un contexte et tout, mais moi j'ai très vite été sensibilisée à la thèse. Alors pour le coup j'y étais pas du tout sensible à l'époque, en L3 j'avais qu'une envie, c'était de finir mon master 2 et d'aller travailler, mais on me parlait déjà du doctorat, etc. Donc ouais c'est ça, je pense que ça dépend des parcours. En revanche sur l'accompagnement, autant le laboratoire connaissait très peu la CIFRE, autant au fur et à mesure, on est très accompagné. Moi, mon directeur de thèse, c'est le professeur Jean Lapousterle, il m'accompagne quotidiennement. J'ai la chance, en plus, d'avoir Madame Groff-Charrier qui me suit quand même en parallèle, parce que Madame Groff-Charrier est une fan de jeux vidéo et d'e-sport, donc du coup, voilà, j'ai la chance d'avoir vraiment, je vais pas dire une double direction, mais presque. En tout cas, moi, je suis très accompagnée au sein du laboratoire de recherche. Je pense qu'on s'accorde avec Célian là-dessus, sur le fait de dire qu'on est très soutenu, ouais. Ça s'est passé comment pour toi, le fait de monter ton projet pour passer le concours de l'école doctorale ? Alors moi, j'ai eu la grande chance d'être accompagné donc par le professeur Outsieff, qui est le directeur de mon M2 et qui a été dès le début, j'ai su que je voulais travailler avec lui parce que c'était quelqu'un de très ouvert. Et pour le coup, je pense que c'est le fait que
son encadrant ou son encadrante soit compétent dans le domaine dans lequel on veut rechercher, c'est une chose et c'est très bien, et je reconnais qu'Emeline a beaucoup de chance là-dessus, mais le fait qu'il ou elle soit très ouvert au sujet, c'est aussi important sur la question de l'e-sport. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le professeur Routief avec moi, et j'ai aussi eu la professeure Ben Samoun, Alexandra Ben Samoun, qui était, je sais pas si elle enseigne toujours à Sceaux, mais elle a commencé à enseigner à Évry l'année où j'y suis. Ça a été l'une des premières personnes à Sceaux à l'époque à me renseigner sur le doctorat, et elle m'a beaucoup accompagné aussi. On a beaucoup parlé de mon projet de thèse, parce que du coup elle en a été l'une des premières informées, et voilà. En fait, le professeur Routief m'a aidé dès le départ à centrer mon sujet. Il m'a dit, votre sujet est très bien, votre sujet est porteur, il me semble porteur, et s'il vous semble porteur, c'est d'autant mieux. Maintenant, il faut que vous cibliez tout de suite les problématiques. Et en fait, pendant 1 an, on a travaillé pour les concours du contrat doctoral. D'accord. On s'est préparé, donc l'année scolaire commençait en septembre, on a commencé à se voir en octobre-novembre. Donc t'as fait une pause après ton M2 ou c'était pendant ton M2? C'était pendant mon M2. Ok. Mon M2, donc, c'était un petit peu l'année particulière du Covid. Ouais. Donc, j'ai terminé mon année de M2 avec le contexte du Covid. J'ai eu la chance d'avoir très peu de cours tronqués, mais voilà, le concours s'est fait à distance, tout ça. Donc, pendant 1 an, on a travaillé à problématiser mon sujet. Il m'a dit, face à vous, pour le contrat doctoral, il y aura peut-être des gens qui n'y connaîtront rien à l'e-sport. Il y aura vraisemblablement des gens qui n'y connaîtront rien à l'e-sport. Peut-être des gens qui seront peu ouverts à la question. Donc, vous devez montrer l'intérêt juridique que ce sujet a. Et faites des références juridiques. Essayez de cibler tout de suite en quoi ce sujet est intéressant en droit. J'ai travaillé avec lui, j'ai travaillé avec d'autres connaissances qui sont aussi dans l'université, des chargés de télé, des professeurs, des maîtres de conférences, qui m'ont aidé à avoir un projet de thèse bien poli, bien préparé. J'ai été aussi beaucoup aidé par Elisa Turc, que tu as reçue il y a quelques mois maintenant, qui a été la récipiendaire d'énormément de mes angoisses, et je la remercie. Un très bon podcast à écouter. Tout à fait. Et de telle sorte que je suis arrivé au concours des contrats doctoraux déjà très bien préparé par mon labo, qui nous a fait passer 2 concours blancs. D'accord. 2 concours blancs vraiment très très lourds à organiser. Il y avait je pense pas que ce soit commun à beaucoup de personnes. Vraiment pas. Et pour le coup, c'était vraiment le labo. Il y avait quasiment tous les professeurs, tous les maîtres de conf du labo qui étaient là, qui nous faisaient des retours. Pour vous dire, je crois que on était 3 ou 4 candidats aux contrats doctoraux. À Évry, il y en a eu 1. Un contrat doctoral attribué, donc ça a été compliqué. Et d'ailleurs, je l'ai même pas eu en premier. J'ai commencé par être refusé, et je l'ai eu grâce à un désistement. Donc ça a vraiment été une aventure sinueuse, mais j'ai été très accompagné en amont par mon directeur, peu avant le concours par mon labo, et tout le long par des personnels de l'université qui ont été très bienveillants à mon égard. Et pour toi, Emeline, trouver l'entreprise, comment ça s'est passé? Trouver l'entreprise, ça a été aussi sinueux que le contrat doctoral. C'est pour ça que j'ai posé la question. Soyons honnêtes. Ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué, en fait, parce que là, je me suis heurtée à une double méconnaissance, en fait. Je me suis heurtée à la méconnaissance de l'e-sport du point de vue de l'université, mais là où le laboratoire a été très ouvert sur le sujet. On est un laboratoire vraiment en recherche en droit de l'immatériel, donc voilà, ça cerne facilement les problématiques. L'école doctorale, pour le coup, était totalement obscure à tout ça, et il a fallu que je bataille déjà, dans un premier temps, à ce niveau-là. Bon, ça s'est fait assez facilement. Ils ont accepté de me donner la fameuse lettre, le Saint Graal, entre guillemets, la lettre de soutien de l'université. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu démarcher les entreprises. Et là, ça a été sinueux parce que moi, dans l'e-sport, à contrario, contrairement à Célian, j'étais pas du tout immergée dans le monde de l'e-sport. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo, j'ai passé mes nuits et certaines nuits de licence à jeux vidéo, donc, mais je connaissais personne dans l'e-sport, en fait.
Donc il a fallu que j'aille toquer aux portes. Il a fallu que j'aille demander des contacts au professeur Jean Lapouster qui connaissait un petit peu de monde, à Madame Grove-Charrier qui connaissait un petit peu, mais vaguement, etc. Et là, ça a été une course contre la montre, en fait. Ouais, parce que finalement, des entreprises, il y en a pas tant que ça dans l'histoire. Ouais. Exactement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on dépose notre sujet de thèse, on a un délai, en fait, qui est de 9 mois, si je dis pas de bêtises, pour trouver une entreprise. Sinon, le contrat est refusé, en fait. Parce que l'autofinancement, c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas viable, déjà, qui est difficilement viable, en tout cas. Et donc, l'université a du mal à l'accepter. Ce qui se comprend, totalement. Il y a certaines, chacun son avis là-dessus. Mais bon, voilà, moi, j'avais clairement un temps assez restreint. Et donc, ça a été des envois de mails, ça a été des toc-toc à la porte, ça a été, je me souviens, je me trimballais dans Vivatech, l'année où je cherchais l'entreprise, à la recherche de la moindre société de e-sport. Enfin, à la Paris Games Week, excusez-moi. Paris Games Week, c'est ça, c'était terrible. Je me revois courir partout, là, en mode, à chercher quelqu'un qui veuille bien de moi. Et à l'entreprise, en fait, ils connaissaient pas du tout la thèse CIFRE, en fait. Donc, il y a eu ces double méconnaissances, en gros. J'ai dû expliquer la thèse CIFRE, j'ai dû expliquer que la thèse, c'était une thèse en alternance, qu'il allait falloir me rémunérer comme une salariée, mais en même temps m'allouer du temps pour la recherche. Et ça a été compliqué parce qu'en droit, c'est pas connu. Ouais. Donc, franchement, j'ai envoyé plus de 250 mails. D'accord. J'ai eu très peu de mails en réponse, et donc beaucoup de refus. J'ai eu quelques entretiens quand même, il y a certains, et je les en remercie sincèrement parce qu'ils ont été adorables avec moi. J'ai pu avoir des entretiens assez incroyables. J'ai Nicolas Beson qui m'a énormément soutenu à l'époque, etc. Je me souviens, un jour, je suis arrivée à la Paris Games Week, je croise Nicolas, je vais le voir. Il fait « Ah, mais tu sais que tout le monde parle de toi ?» Je fais « Mais comment ça ?» Mais j'attends alors. Venez me voir, voyons. Et voilà, il y a eu plein de gens comme ça. J'ai eu des entretiens aussi qui se sont très très bien déroulés. Là-dessus, le monde est très ouvert, mais voilà, encore, il faut le budget, bref, il y a plein de choses qui ont fait que ça a été difficile. Et je me souviens, 2 semaines avant la fin je reçois un appel. C'est la collaboratrice du député Denis Masséglia qui m'appelle. Et en fait, dans un moment de sombre vie, j'avais envoyé un mail à Denis Masséglia en mode j'ai de l'intérêt, je fais une thèse, etc. Bref, je lui explique tout le contexte. Et cette dame m'appelle, Agathe m'appelle. Et du coup, elle m'explique, elle me dit, mais essayez de contacter Bertrand Perrin, level 256. Bon, allons-y, contactons Bertrand Perrin. Et 1 semaine avant, je reçois l'appel de Bertrand, du coup, qui est mon manager aujourd'hui, qui me dit, on est intéressé, on ouvre un poste, viens. D'accord. En gros, ça s'est fait comme ça, et alors à partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné très vite, puisque en 1 semaine, on m'a dit oui, j'ai signé mon contrat, et je suis rentrée chez Paris & Co pour l'été d'après, quoi, en gros. Franchement, je comprenais rien à ce moment-là. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait qu'est-ce que c'est Level 256, du coup? Ouais, bien sûr. Alors, Level 256, c'est la plateforme de développement économique et d'innovation de la ville de Paris, dédiée à l'e-sport. Okay. Pareil, pour bien comprendre, Level 256 c'est rattaché à une plus grosse unité qui s'appelle Paris & Co, qui est une association et qui dispose dans Paris de plusieurs plateformes d'innovation et de développement économique dans tous les sujets. On va parler food, on va parler sport, on va parler santé, bref, on va parler RH, bref, tous les sujets en fait où il peut y avoir de la tech, en gros, sont présents chez Paris & Co. Et donc Level 256, c'est une filière, on va dire, de Paris & Co. Et donc chez Level 256, on a une partie qui est incubateur à start-up, incubateur de start-up d'ailleurs, et donc on fait fleurir en gros les jeunes pousses de l'e-sport qui peuvent peut-être, on a de belles histoires, il y a Gozulting qui est incubé chez nous, on a incube OTP depuis récemment, on incube WSC Group également. Voilà, on a des belles histoires qui se créent en fait via l'innovation dans l'e-sport parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et en parallèle de ça, on opère un lieu qui s'appelle la Maison de l'e-sport. Et alors la Maison de l'e-sport, c'est une arena, des salles de pratique qui sont louées à des associations, pour de la pratique amateur. On a aussi une salle de bootcamp qui a accueilli notamment la K-Corp à l'époque, qui n'était pas encore Carmine Corp. On a accueilli OG eSport également. Et donc voilà, tout ce petit milieu fourmi, on va dire, dans la Maison de l'e-sport, qui est le premier lieu qui a été pensé
comme ça, en tout cas en France et en Europe. C'est un peu une gaming house en free access, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on peut pas venir y jouer. Oui. La personne peut pas venir jouer comme ça toute seule, mais si elle fait partie d'une association qui fait de l'e-sport, bah, j'espère en tout cas qu'elle connaît le VET 256, qu'elle connaît la maison de l'e-sport et du coup qu'elle vient nous voir. Voilà, en tout cas nos murs sont grands ouverts, nos portes sont grands ouvertes. Et nos murs même d'ailleurs, puisqu'on est en travaux en ce moment. Oui, vous pouvez pas voir, mais il y a des gros travaux. Alors justement, Céline, t'as un peu abordé le sujet et je trouve ça super intéressant. Avant qu'on parle vraiment de vos sujets de thèse, tu as dit à un moment que dans le droit, l'e-sport c'était surtout méconnu, pas très bien vu. Comment vos sujets ils sont accueillis par la communauté du droit, par vos collègues? Comment c'est vu l'e-sport? Parce que ouais, nous on sait, enfin, en tant qu'aimant de l'e-sport, en tant que souvent joueur de jeux vidéo, on sait que l'e-sport c'est énorme et ça prend beaucoup d'ampleur. Mais pour d'autres personnes qui n'y connaissent rien, ça peut être très obscur. Donc comment c'est accueilli tout ça pour vous? Alors, peut-être qu'Emeline a une expérience différente de la mienne, mais de mon côté, j'ai l'impression que l'e-sport, dans les milieux de la recherche et dans les milieux professionnels aussi, parce que forcément les deux sont liés, c'est accueilli avec de plus en plus de bienveillance. Et les gens commencent à voir que l'e-sport, on en parle, l'e-sport, ça remplit les zéniths, ça remplit l'Accor Hotel Arena, ça remplit des salles partout en France, et donc ça commence à vraiment être accepté comme un secteur porteur, un secteur qui crée de l'emploi, qui est une véritable industrie de divertissement, et quelque chose qui du coup il faut appréhender juridiquement et qu'il faut accompagner. Donc quand je parle, alors c'est pas rare que les gens ne connaissent pas le mot e-sport, donc j'explique le jeu vidéo compétitif, voilà, et je dis que j'étudie tel ou tel contrat, et les gens sont plutôt bienveillants, les gens accueillent ça avec, oui, globalement de l'intérêt, ils sentent que voilà, ils ont entendu parler d'e-sport, peut-être parce qu'ils ont des enfants qui jouent à Fortnite ou que voilà, mais ils se disent que c'est un nouvel avatar de l'e-sport, que l'e-sport a intégré une nouvelle strate des milieux universitaires, de recherche et professionnels, et donc j'ai l'impression, de mon côté, c'est quelque chose qui commence à être vraiment accepté comme un champ de recherche pertinent. Et j'ai aussi la particularité d'avoir un sujet qui est très très proche du droit, puisque j'étudie des contrats à proprement parler. Mais voilà, globalement, l'e-sport me semble être de mieux en mieux accueilli. Ouais, j'ai sensiblement la même expérience que toi, pour le coup, dans mes diverses expériences, quand je parlais, alors bien évidemment, il fallait que j'explique, moi, pour le coup, ce que c'était que l'e-sport. Dans le droit, j'ai pas de mauvaise surprise. Tout le monde sait globalement ce que c'est, comprend en tout cas l'enjeu qu'il peut y avoir autour. Moi, pour le coup, on parlera du fond de nos thèses respectives après, mais je suis beaucoup plus sur la propriété intellectuelle. Et donc, quand on leur parle des enjeux des éditeurs, de l'enjeu économique, en fait, moi, je suis plutôt penchée sur les enjeux économiques, en fait. Ils comprennent tout de suite. C'est assez, franchement, c'est bien accueilli. Alors après, hors du droit, par contre, moi, je me suis heurtée vraiment, moi, ma famille, il faut que je leur explique tout, quoi. Et la dernière fois, je regardais... les thèses normales aussi, t'inquiète pas. Ouais, mais c'est ça, mais alors la dernière fois, je regardais, c'était un match de la Carmine, et ma mère, elle me disait, mais il y a vraiment des gens qui regardent ça. Je dis, oui, maman, je t'assure. Mais même chez moi, ça commence à être plus accepté, quoi. Et je me reconnais tellement dans ce que tu dis. Il y a un truc, pour moi... ça a été difficile au début de faire accepter le sujet. Il y a plusieurs années, quand je travaillais encore donc en licence 3 master 1, comme tu disais, nos parents, les personnes autour de nous commencent à voir l'e-sport. Et moi, ce qui a énormément fait avancer la perception de mon sujet par ma famille, par mon père surtout, c'est de voir l'e-sport dans l'équipe. Ouais. Au moment où Paul Arrivé a commencé à publier des articles dans l'équipe qui parlaient d'e-sport, là, il s'est dit, ah oui, quand même. Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Oui, c'est vrai, j'ai eu 2-3, probablement moins de réactions désagréables que toi. J'en ai eu quelques-unes, mais aujourd'hui, il y a tellement de belles initiatives de démocratisation de l'e-sport que j'en ai de moins en moins. Sur la dernière fois, c'était vraiment très très drôle sur cette anecdote. Sur l'équipe, etc., je suis rentrée chez mes parents pour un week-end. Et qu'est-ce que je vois sur la table ? L'équipe avec en première page la Carmine Corp. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je demande à mon frère, je fais rien, c'est toi.
Il me fait non. Et en fait, c'était ma mère qui avait été, elle fait, bah oui, j'ai vu qu'il y avait marqué e-sport. Bon, elle comprend toujours pas grand chose, hein, il faut dire ce qui est. J'ai vu qu'il y avait marqué e-sport, alors je me suis dit que j'allais le lire pour comprendre, quoi. Et incroyable, quoi. Alors que je bataillais, quoi. C'était, donc, oui, je pense que c'est de plus en plus accepté, ou en tout cas, on comprend de plus en plus les enjeux, quoi. Ça, c'est sûr. J'ai une petite question bonus, là. Est-ce que vous savez combien il y a de thèses dans l'e-sport, là, actuellement, en France? Oui. Il y en a combien? Vas-y, alors. En droit, on est 2. Depuis que William a C'est vrai soutenu, en droit, on est 2 en France. Et on est dans la même université. C'est ça. Quelle était la Il y probabilité? a une secte qui se fait. Je dirais qu'il y a une dizaine de doctorants dans l'e-sport, peut-être entre 10 et 15. Le pionnier de la recherche dans l'e-sport, je pense que c'est incontestablement Nicolas Bezombe, oui. Qui a travaillé sur, je crois, les pratiques d'entraînement. Ouais, c'était sport, motricité et agressivité son sujet. C'est ça. D'ailleurs, je le remercie parce que c'est lui qui m'a tagué, enfin qui vous a tagué, donc merci Nico. C'est vrai. J'ai l'impression que les thèses, alors tu m'arrêtes si je me trompe Émilie, j'ai l'impression que les thèses dans l'e-sport se concentrent surtout sur des questions de sciences du sport ou d'approche économique. En droit, je sais qu'en France on est 2, c'est sûr. Il y a que nous 2. Mais le reste des thèses, je dirais qu'il y en a une petite quinzaine. Je m'attendais honnêtement à ce que on soit dans l'année où ils se mettent à y en avoir de plus en plus. Oui. J'ai l'impression que cette année, enfin l'année prochaine, il y en aura pas tellement en plus. Peut-être que je suis pas assez attentif. Je pense que c'est un peu général à tous les domaines de thèse. Ouais. Là, avec le Covid, les chiffres restent assez stables en fait sur les contrats doctoraux, etc. Ok, bon bah maintenant, parce que le temps file, on va... Désolée, on est déjà presque à la fin, mais on va parler maintenant de vos sujets de thèse. non, mais vous inquiétez pas. Et de toute façon, ce sera plus long que d'habitude, c'est pas grave. Donc, Emeline, tu veux commencer? Je veux bien que tu me donnes ton intitulé exact et surtout que tu arrives à me résumer à quoi ressemble ton quotidien de thésard. Voilà. Alors, mon intitulé de sujet a changé récemment puisque en fait j'avais pris un sujet large à la base et je savais que j'allais le recentrer en fait sur mes problématiques. Simplement j'avais pas à l'idée ce que je voulais exactement et du coup ça m'a demandé du temps de réflexion. Mon sujet à l'heure actuelle c'est l'encadrement juridique des compétitions de jeux vidéo sous le prisme des problématiques numériques. Parce que comme ça je traite tout et donc on va traiter essentiellement 3 pans. La propriété intellectuelle, qui est éminemment importante dans l'e-sport, le droit du numérique, et donc via ça je touche au streaming, à la protection des données personnelles, etc. Il va y avoir du droit audiovisuel et un gros pan sur le droit de la concurrence, en fait. Il y aura aussi un petit pan sur la responsabilité des intermédiaires techniques, puisque dans le numérique, enfin voilà, et notamment avec la crise Covid, où l'e-sport en ligne s'est développé, il y a eu énormément de problématiques numériques. Donc voilà, on va s'intéresser à tout ça. C'était quoi la deuxième question? Ton quotidien. Mon quotidien. Mon quotidien, il est mouvementé. Parce que du coup, du lundi au mercredi, je suis chez Level 256, je suis essentiellement chargée de veille, de production de contenu, c'est moi qui rédige les articles, typiquement, c'est moi qui rédige les veilles, start-up, partenaires, et j'ai aussi un pan organisation d'événements, dans le sens où je vais organiser des conférences à venir, etc. Ça, c'est mon quotidien chez Level, du lundi au mercredi. Du jeudi au vendredi, je suis au laboratoire de recherche, alors Covid oblige, je suis plus souvent chez moi qu'au laboratoire de recherche, hein, disons-le clairement, et là je travaille ma thèse. Ça va être essentiellement alterné avec des phases de recherche et des phases de rédaction. J'ai pas pris le pli de tout rechercher d'un coup et de tout rédiger à la fin. J'y arrive pas, tout simplement, c'est pas mon modèle, enfin c'est pas ce à quoi j'aspire. Du coup, j'alterne entre phase de recherche et phase de rédaction, ce qui fait que là j'ai déjà une petite partie, infime partie de la thèse rédigée et période de recherche, et je fais ça en fait par chapitre. Avec mon directeur de thèse, on s'est fixé sur des échéances courtes parce que moi ça me permet de me motiver, en fait ça me permet de voir où je vais. Donc on s'est fixé avec des échéances courtes, en fait on travaille sur 1 mois et demi, 2 mois maximum, et à chaque fois il y a un rendu en fait qui se fait avec des corrections, etc. qui arrivent. Et voilà, et en parallèle, je donne également des TD. Alors pas au 2e semestre, uniquement au 1er semestre en introduction générale au droit. Donc à Paris-Saclay. Donc à Paris-Saclay, à l'université Paris-Sud. Okay. Et voilà, mon quotidien se rythme en fait entre Level 256, les recherches et la rédaction de thèse. Là en ce moment, je suis en phase de rédaction et les TD. Voilà, et les corrections de copies du coup. Ok. Et pour toi, comment ça se passe? Et
ton sujet déjà? Alors, mon sujet, moi, il s'intitule les contrats de l'e-sportif professionnel. C'est-à-dire que je vais aborder la question de l'e-sport vraiment du point de vue du joueur. Je veux étudier les différents contrats que le joueur de jeux vidéo professionnel sera amené à passer au cours de sa carrière, les obligations qui s'y rapportent, quelles sont les obligations du joueur, quelles sont les obligations du partenaire, de l'équipe, du sponsor, tout ça. Et je vais essayer d'en faire l'approche la plus juridique possible pour rattacher les pratiques de l'e-sport avec des mécanismes juridiques qui existent pour permettre que ce soit mieux appréhendé par les acteurs purement juridiques qui n'y connaissent rien à l'e-sport, pour qu'ils puissent savoir tout de suite, pour que ce soit câblé en fait, pour qu'ils comprennent quelles sont les implications d'un contrat de joueur, quelles sont les implications d'un contrat de sponsoring, et aussi j'aimerais que ma thèse puisse permettre de conseiller des joueurs, des équipes sur des modèles qui soient plus adaptés à leurs activités pour les contrats qui passent avec leurs joueurs. Mon quotidien, c'est comme Emeline, pas beaucoup à labo, donc beaucoup depuis chez moi. J'ai commencé ma thèse le 1er novembre 2020, donc en fait j'ai pas mis les pieds à l'université de l'année, sauf pour 2-3 exceptions, mais je vais essayer de passer un petit peu plus de temps au labo. Ma première année, alors là du coup ma première année se termine quand même si elle a été tronquée de 2 mois, mais bon voilà. Ma première année, je me suis concentré à faire une veille en fait, à recenser le article. Alors les articles juridiques ça a été très rapide, il y en a pas beaucoup. Oui. Je me suis rabattu, enfin non, je me suis pas rabattu puisque c'était quelque chose que je voulais étudier. J'ai étudié aussi les articles de presse qui sont sortis, pour m'aider à retracer un historique le plus précis possible de l'e-sport en France. Oui, sachant que je me concentre vraiment sur l'e-sport en France. Et j'ai retravaillé mon mémoire de Master 2, puisque, étant donné qu'il y avait aucune production universitaire, il y en a une, production universitaire sur le droit de l'e-sport, mais on s'est dit avec mon directeur de thèse que retravailler mon mémoire de Master 2, ça me permettrait de retrouver des pistes que j'aurais pu ne pas voir la première fois, revoir mes problématiques sous un autre angle, sachant que mon mémoire je l'avais fait sur l'emploi du joueur d'e-sport, donc ses relations avec son équipe. Et du coup, pour récolter des données, est-ce que tu rentres en contact avec des joueurs professionnels dans l'e-sport Oui, il me semble que Emeline fait ça aussi. J'ai fait des entretiens semi-directifs. D'accord. J'ai eu la chance d'avoir un réseau professionnel lié à l'e-sport qui m'a permis d'accéder à différents profils. Notamment, j'ai eu des joueurs, j'ai eu des managers, j'ai eu des dirigeants d'équipe. J'ai vraiment eu un panel de répondants très variés qui m'ont aidé, donc surtout pour mon mémoire. Là, je vais peut-être recommencer à en faire. Je me suis basé donc sur ces entretiens et le reste du temps, donc j'ai retravaillé mon mémoire, j'ai fait ma veille et j'ai aussi eu la chance dès ma première année de publier mon premier article universitaire. Bravo. Ça a été très très chouette, ça s'est fait très vite. J'ai été contacté par une revue, donc Jurisport. Ils m'ont dit qu'ils faisaient un dossier sur l'e-sport à travers le prisme du droit, et ils m'ont dit: est-ce qu'il y a un sujet que vous voudriez traiter? C'était génial. Mais justement, en fait, tu t'en as parlé parce que c'est vrai que vu que c'est un nouveau domaine, vous avez pas de biblio, on est d'accord. Vous Zotero, vous l'utilisez pas, quoi. Enfin, comment vous faites en fait pour trouver comme ça on va voir, j'ai envie de dire, on va littéralement voir ailleurs, en fait. Ma directrice de master, Madame Groscheri, m'a toujours appris, elle m'a suivi en master 1, master 2, et elle m'a toujours dit une chose: il n'y a pas de vide juridique. Et donc, en fait, l'e-sport, on a, bien évidemment, je pense qu'on a exactement la même biblio sur l'e-sport, hein, ça ne change pas, parce qu'effectivement, il y en a très peu. Oui. Il y a très très peu d'articles, de revues sur l'e-sport qui traitent spécifiquement de l'e-sport. Et donc, ensuite, on va voir ailleurs, on va voir à tout ce à quoi peut se rattacher l'e-sport. Donc moi, on a été voir le droit du sport, moi j'ai été voir le droit audiovisuel. D'accord. En fait, j'ai fonctionné par analogisme, en fait, littéralement. L'e-sport, c'est quoi? On va avoir du droit audiovisuel puisque c'est diffusé. Bon, c'est diffusé en streaming, mais
voilà, globalement, on va aller voir le droit des médias, on va aller voir tout ça. Et pareil sur le droit du sport, comment sont diffusées, pour ma part en tout cas, comment sont diffusées les compétitions sportives. On raisonne par analogie en fait. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais, quoi. C'est exactement ça. Donc voilà, moi, je vais pareil voir le droit du sport, quels sont les contrats qui sont passés dans le cadre du sport, comment est-ce que les équipes et les joueurs de sport s'adaptent à la saisonnalité de leur jeu, comment sont appréhendés dans les autres secteurs du monde du travail le contrat d'entreprise, donc ce qu'on appelle le contrat de sous-traitance ou d'auto-entrepreneur, même si auto-entrepreneur ça n'existe plus maintenant, c'est micro-entrepreneur. Comment c'est appréhendé ailleurs par rapport à comment c'est appréhendé dans l'e-sport. Okay. Donc oui, je crois qu'on a la même approche avec Emeline, on est obligé d'aller regarder ailleurs. Et comment c'est perçu la recherche dans l'e-sport par les joueurs pros, par les managers, parce que finalement, bon, les premiers métiers dans l'e-sport, c'est avant tout joueur pro, c'est avant tout le streaming, etc. Et comme vous l'avez dit, la recherche, c'est un peu nouveau quand même. Enfin, c'est très niche, quoi. Comment vous êtes perçu en tant que recherche dans l'e-sport par ces gens-là? Alors, j'avoue que j'y ai pas été très confronté pendant mon mémoire, mais j'y ai été confronté pendant ma thèse, parce que pendant mon mémoire, je suis allé voir des gens dont j'étais proche, donc ça n'a pas posé beaucoup de difficultés. Mais là, depuis que je suis dans ma thèse, je me mets à approcher des professionnels qui me sont un petit peu plus éloignés. Et j'avoue que je sens les gens un peu plus réticents par rapport à la recherche. Alors, je comprends, c'est un milieu qui est très nouveau, avec du coup, dès qu'une équipe a un avantage professionnel sur quelque chose, elle le garde jalousement, et c'est normal, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais du coup, j'ai l'impression que les gens voient la recherche comme un endroit où il faut tout dévoiler, où tout est analysé, tout est scruté, et donc j'ai pas l'impression que le milieu professionnel et l'écosystème professionnel de l'e-sport ne se saisissent beaucoup des problématiques de recherche. Emeline a eu beaucoup de chance de tomber sur une entreprise qui soit bienveillante au sujet de la recherche, et donc du coup cette entreprise doit comprendre à quel point la recherche c'est important dans tous les domaines. Mais j'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses Emeline, mais j'ai l'impression de mon côté que on nous voit avec un peu de réticence. Ouais, j'ai exactement le même ressenti. Alors c'est vrai que Level comprend totalement et est très ouvert sur ces sujets, pareil Enco de manière générale, mais effectivement je me suis heurtée, il y a des fois je me suis heurtée à des murs, quoi. J'étais clairement pas la bienvenue. Pourquoi ? Parce que les personnes que j'ai contactées, pour eux le modèle économique fonctionne tel quel, pour eux c'est comme ça qu'ils le souhaitent, et c'est une réticence que je comprends, très sincèrement. Je comprends parce que quand il y a quelque chose qui fonctionne pour soi, on n'a pas envie que les choses changent, en fait. Et moi, je l'ai eu dans certains entretiens aussi de personnes que j'ai été interviewées et qui m'ont dit, mais en fait, pourquoi tu veux changer ça ? Parce que ça fonctionne. Et je lui ai dit, bah, ça fonctionne pour toi, mais va voir ailleurs, typiquement. Et ça a été le cas, voilà. Enfin, Célian parlera beaucoup mieux de ce sujet que moi, mais les joueurs professionnels, c'est un sujet qu'il faut traiter. Et moi, la seule chose qu'on m'a dit, c'est, en gros, littéralement, c'est on te parlera que si tu changes le prisme de l'éditeur face aux organisateurs, quoi. Et donc la propriété intellectuelle, l'éditeur, il a sa propriété intellectuelle depuis ad vitam aeternam, quoi. En gros, depuis que la première loi sur la propriété intellectuelle existe. Comment vous dire que c'est pas comme ça qu'on va changer les choses ? Moi, l'idée, ce n'est pas de révolution. Enfin, en fait, j'ai toujours analysé mon travail de thèse comme un équilibre à trouver. C'est-à-dire que, et c'est très difficile, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de restreindre les droits des éditeurs pour augmenter ceux, par exemple, des organisateurs ou des droits audiovisuels ou quoi que ce soit, mais ça va être vraiment de trouver des compromis, en fait, entre chacun, et de trouver des moyens d'aménager et des moyens de mieux s'en sortir. Typiquement, sur la propriété intellectuelle, ça va pas être de réduire le droit des éditeurs, ça va être de trouver des moyens, en fait, pour aménager les licences, par exemple, de faciliter l'attribution des licences d'utilisation, etc. Que sais-je. Il y a énormément de choses. Et donc, quand on commence à leur en parler, quand on commence à leur dire, c'est compliqué. Et quand on leur explique la démarche en mode, moi je veux pas te retirer tous tes droits, t'en fais pas, c'est pas le souci. Moi mon but avant tout, c'est que l'e-sport se pérennise de manière économique, que la pérennité économique de l'e-sport soit bel et bien actée, parce que c'est pas encore le cas à l'heure actuelle, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, et donc c'est de trouver des moyens, et je commence à être un peu mieux accueillie, mais ouais, extrême réticence sur le sujet.
Il y a un terme personnellement qui m'a beaucoup marqué parce que je l'utilisais avant et je me suis rendu compte qu'en fait il était utilisé à beaucoup d'autres endroits, notamment dans un rapport parlementaire de 2016 par Durin et Salles. C'est le terme de bricolage juridique. Et c'est quelque chose que les acteurs de l'e-sport, je pense, ils le savent parfaitement. C'est une situation qui a permis à l'e-sport d'arriver là où elle est aujourd'hui. C'est pas mauvais en soi, bien au contraire. Au début, chacun a utilisé les outils juridiques qui étaient à sa portée pour sécuriser ses relations, pour permettre de donner confiance à la personne en face, de donner confiance à des sponsors. Mais il y a un moment où pour attirer de plus gros sponsors, pour attirer des sommes de plus en plus grosses, il va falloir quelque chose qui soit plus pérenne, il va falloir une meilleure appréhension de l'e-sport par les milieux juridiques, et ça passera par une mise à plat des pratiques actuelles, sans rien révolutionner, comme dit Emeline. On n'est pas là pour spolier qui que ce soit. On est là pour que tout le monde comprenne la personne en face et que ça permette que chacun se sente mieux en sécurité, en fait. Quand on sait qui on a en face de soi, quand on sait quelles sont les pratiques de la personne en face de soi, on sait mieux comment s'adapter et on sait mieux comment arriver à ce point d'équilibre dont parlait Émilie. Alors là, c'est vraiment une novice de droit qui va vous poser la question, mais alors c'est vrai que moi j'ai des amis qui travaillent dans le monde du streaming, etc. depuis très longtemps, et c'est vrai que j'ai vu des choses juridiquement parlant qui sont très approximatives, et donc c'est vrai que même comme on voit le système de Twitch qui est en perpétuelle évolution, que Twitch même se cherche, il y a énormément de choses qui évoluent tout le temps. D'un point de vue extérieur, je me dis, mais c'est vrai que juridiquement, j'ai l'impression que, en fait, en gros, vers 2012, l'e-sport commençait à marcher, on a fait des trucs, ça a fonctionné, mais ça s'est pas bien fait, en fait. On a fait des choses pas très bien, on a fait des contrats pas très bien. Moi, c'est vraiment la vision que j'ai, et que tout a été fait très rapidement, pour se faire de l'argent assez rapidement aussi, quand même, faut le dire, et que il y a encore beaucoup de choses à changer, quoi, à mettre droit. Ouais, alors sur encore une fois, voilà, sur tout ce qui est contrat professionnel, etc., je laisse à Célian, elle est bien plus à même que moi de parler du sujet, mais sur l'économie, en fait, c'est juste que on a vu que soudainement il y avait de l'intérêt pour l'e-sport, on a vu que soudainement des marques hors du secteur commençaient à investir, que ce soit dans des équipes, dans des organisations de compétition ou quoi que ce soit. Et donc, il a fallu acter. Donc, pour les petites compétitions, je ne sais pas, pour la grosse organisation de compétition, en tout cas, il y a des semblants de contrats, il y a des contrats même d'ailleurs, mais la problématique, c'est que l'e-sport, c'est un milieu tellement particulier que ça manque en fait d'adaptation. En fait, c'est pas qu'il y a rien sur l'e-sport en termes juridiques à l'heure actuelle, et notamment sur les contrats dans les organisations de compétition, dans les rediffusions, etc. C'est juste que ça manque d'adaptation. Et on a beau dire que l'organisation de compétition, c'est de l'organisation d'événements classiques. Ce que j'entends, c'est de l'organisation d'événements classiques. Il n'empêche que avoir un peu plus d'adaptabilité sur le sujet, coller un peu plus au sujet de l'e-sport, aiderait grandement. Ça a voulu se faire vite, et donc certaines choses se sont mal faites, mais encore une fois, on ne part pas de rien, et certains acteurs sont quand même, et il faut le dire, pour beaucoup plus encadrer la pratique. Tout le monde n'est pas réticent, en tout cas. Alors personnellement, la manière dont je vois les choses, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que l'e-sport a plus tendance depuis 2016, depuis la première loi qui a vraiment mis les pieds dans le plat sur les sujets de l'e-sport, la loi pour une république numérique, a commencé à se structurer par le haut. Et du coup, le problème, c'est que le contenu de la loi pour une république numérique qui était fait pour aider l'e-sport à se structurer, donc notamment en créant le CDD e-sport, en donnant plus de latitude aux organisateurs de compétitions de jeux vidéo, ça a bénéficié à l'e-sport qui se voyait, c'est-à-dire à League of Legends, donc à l'époque, je sais pas si c'était déjà la LFL, Ouais. Mais voilà, ça a bénéficié aux grosses équipes, ça a bénéficié aux gros organisateurs, sauf que ça a complètement laissé de côté l'associatif, qui est pourtant le cœur de l'e-sport français. Je crois que c'est 1,4 million, 1,6 million d'e-sportifs amateurs en France qui prennent part à des compétitions ou à des parties avec classement. Et ces gens-là, quand ils veulent entreprendre dans l'e-sport,
ils n'ont pas tous accès à des personnes qui sont parfaitement calées, ils n'ont pas tous accès à des députés qui s'y connaissent bien. Eux, ils vont voir leur CCI, ils vont voir des conseillers, ils vont voir des petits incubateurs locaux. Sauf que du coup, ce sont des gens qui n'ont pas encore d'appréhension de l'e-sport. Les chambres de commerce et d'industrie, actuellement, vous allez leur parler d'e-sport, personne ne va savoir de quoi vous parlez. Ouais. Donc, je pense que le problème, c'est que actuellement, les appréhensions se font trop au niveau de l'e-sport qui se voit, du plus gros e-sport. Comme Emeline disait plus prosaïquement, et t'as raison, somme toute, l'e-sport qui fait de l'argent. Et finalement, il faut aussi sécuriser les plus gros mouvements, c'est normal. Mais je pense qu'il faut pas oublier quand même ceux qui font vivre l'e-sport, les petits tournois, les petites LAN, la Gamers Assembly, les petites compétitions qui, eux, du coup, qui n'ont pas accès à toutes les dispositions qui ont été mises en place jusqu'à présent et qui, du coup, doivent continuer à faire avec ce bricolage juridique. Ouais, très clairement, je m'accorde 100% avec Célian aujourd'hui. C'est vrai qu'on ressent un espèce de l'e-sport, la pratique amateur, disons, est plus ou moins délaissée, et en fait, c'est pas qu'elle ne veut pas bien faire, c'est qu'elle ne sait pas et qu'elle en a pas les moyens, en fait, et donc il faut axer, je pense. J'ai rédigé un article sur le sujet pour Level 256, où j'avais interviewé Nico Beson, justement, et Pierre Hoffman du SGN. Tout part de l'associatif dans l'e-sport, et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que au début, les compétitions, c'était pas des compétitions au Worlds de League of Legends ou quoi que ce soit, c'était des petites LAN montées par des petites associations de passionnés de jeux vidéo, etc. Et à trop vouloir délaisser, en fait, je sais pas si c'est une vraie volonté, j'irai pas jusque là d'ailleurs, mais à trop oublier, on va dire, la pratique amateur, on risque de délaisser, en fait, l'e-sport et peut-être le faire mourir dans l'œuf, en fait, typiquement, la pratique amateur aujourd'hui, c'est ce qui permet de recruter des joueurs. Enfin, voilà, donc c'est un problème, ouais. Très rapidement, on se rend compte que on tombe tellement vite parmi les équipes qui ne peuvent pas s'entourer au mieux que toutes les équipes actuellement en LFL, en LFL2 ne bénéficient pas toutes du CDD e-sport, ne bénéficient pas toutes d'un agrément. Donc ils sont auto-entrepreneurs, c'est ça, les joueurs ? Ça dépend beaucoup des équipes. Beaucoup sont sous le régime de la micro-entreprise, oui. Ouais. Beaucoup des joueurs sont sous le régime de la micro-entreprise. Mais oui, c'est exactement ce que tu dis. C'est ce qui a été fait bénéficie à tellement peu de gens qu'on se rend compte que ça a été fait pas forcément d'une mauvaise manière, parce que c'est très bien, au contraire, que il y a eu une mission sénatoriale qui se soit saisie d'elle-même de la question de l'e-sport, mais que il y a peut-être eu un défaut d'appréhension de ceux qui faisaient vraiment l'e-sport, à tel point que ceux qui font l'e-sport visible, même dans les plus hautes compétitions françaises, sont toujours dans des appréhensions juridiques qui sont balbutiantes. Bon, en tout cas, on approche de la fin. En tout cas, en vous découvrant aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a un truc positif, c'est que, notamment sur Twitter, souvent, on voit des gens qui voudraient rentrer dans l'e-sport et que, en fait, à part devenir joueur professionnel ou des trucs comme ça, ils y voient pas autre chose. Mais en fait, grâce à vous, aujourd'hui, on sait qu'il y a la recherche, et je pense que c'est que le début. De toute façon, la recherche dans l'e-sport a énormément d'années à venir. Et je pense que c'est important de le dire, c'est important de dire que on a besoin de recherche dans l'e-sport et que venez en fait, et il faut que les entreprises le proposent de plus en plus, pas que les entreprises parce que c'est aussi bien de faire des contrats doctoraux classiques, contrats ANR, etc. Mais je pense que c'est super important, donc merci à vous. Et pour finir, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des étudiantes en droit qui voudraient potentiellement se lancer dans le domaine de l'e-sport, pourquoi pas, mais en tout cas dans un doctorat? On me demande beaucoup, quand on me demande comment se lancer dans l'e-sport, on me dit quel cursus est-ce que je dois suivre pour rentrer dans l'e-sport. Et je pense modestement que c'est pas la bonne approche. Je pense au contraire, les gens doivent faire un cursus qui leur plaît et ensuite chercher les moyens de l'adapter à l'e-sport. L'e-sport actuellement a besoin de tout le monde, a besoin de tous les profils, a besoin de profils juridiques, de profils marketing, de profils de sciences du sport, de profils de tous les profils. Donc, faites les études qui vous tentent, cherchez une pratique qui vous intéresse, et ensuite, si vous voulez travailler dans l'e-sport, cherchez un moyen de l'appliquer à l'e-sport.
Et je sais pas si ta question portait sur la thèse aussi, ceux qui voudraient faire une Ouais, thèse. aussi, ouais. Pour celles et ceux qui voudraient faire une thèse, allez-y. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Mais oui, il y a des expériences qui font un petit peu peur dans la thèse. C'est une expérience qu'on n'appréhende pas. Même moi, enfin je sais pas pour toi, Emeline, je suis très bien accompagné dans ma thèse, mais j'en découvre tous les jours. Personne ne sait faire une thèse, on ne vous apprend pas à faire une thèse, donc la bonne thèse, c'est celle que vous ferez. Trouvez-vous un encadrant, une encadrante qui soit bienveillant. Trouvez-vous un sujet qui vous intéresse, c'est très important. N'ayez pas peur. La thèse en soi, c'est un exercice formidable, et même si vous avez des doutes sur le fait que vous pourriez avoir besoin ou non de faire une thèse derrière, que cette thèse puisse vous aider plus tard, soit que vous voudriez enseigner à l'université, soit que vous voudriez travailler en entreprise, même si vous sentez que cette thèse ne vous sera pas forcément utile, faites-le, parce que la thèse peut être une fin en soi. La thèse, c'est un super exercice pour apprendre à bien connaître son milieu, apprendre à se connaître et apprendre à structurer aussi sa méthode de travail. Ouais, les propos de Célian sont totalement justes sur l'e-sport. Moi, j'ai tendance à dire que l'e-sport, c'est un secteur comme un autre, de toute façon, en pleine émergence, et donc énormément de gens veulent se tourner vers l'e-sport, et à raison, ils ont totalement raison, parce que c'est un domaine qui nous passionne fatalement, puisqu'on est là à faire une thèse tous les deux sur le sujet, donc voilà, on va pas dire le contraire, mais c'est un secteur comme un autre, donc faites les études qui vous plaisent. Je pense que c'est vraiment le bon résumé, et adaptez-le à l'e-sport quand vous pourrez. Oui, vas-y. Très rapidement aussi, pour celles et ceux je vais recouper les deux questions, qui voudraient faire de la recherche dans l'e-sport, même si vous en êtes au niveau de votre mémoire, rapprochez-vous de l'AREF, l'association pour la recherche francophone sur l'e-sport. Ouais, c'est ça. Moi je sais que les gens à l'AREF m'ont énormément aidé. Quand j'ai eu des questions sur mon sujet, quand j'ai eu des questions sur l'appréhension de la thèse, on m'a énormément aidé. On peut vous guider dans vos recherches, que ce soit en Master 2, on peut vous aider à préparer les contrats doctoraux, vous serez vraiment pas seul, vous allez vous rendre compte que la recherche dans l'e-sport, même si on n'en parle pas énormément, on est là, et c'est vraiment un groupe qui peut vous aider et qui vit énormément. Ouais, on est très cool à la ref, on en fait partie avec Célian, donc donc voilà. Mais oui, effectivement, il y a énormément d'associations, même à l'international, si ça vous intéresse, il y a énormément d'associations de recherche sur l'e-sport qui se sont créées, etc. Rapprochez-vous vraiment de ces structures. Et sur la recherche en droit, les propos de Célian sont encore une fois très justes là-dessus. Moi, je rajouterais juste que accrochez-vous quand même, parce que moi, j'ai pas été découragée dans le sens où faire une thèse, on m'a dit que c'était pas pour moi, on m'a jamais dit ça, mais en revanche, le parcours pour y arriver est quand même sinueux, long, compliqué. Je me suis heurtée à énormément de doutes, et de toute façon, vous douterez à n'importe quel moment, au moment de rédiger votre thèse, de toute façon. Mais accrochez-vous et rapprochez-vous de personnes aussi qui peuvent vous aider sur le sujet, quoi. C'est ce que je dirais. Faut s'accrocher. Et surtout, ne vous dites pas que malgré vos résultats universitaires, vous n'êtes pas assez bon pour faire une thèse. J'ai passé 3 de mes années sur 5 au rattrapage. Le reste, je les ai validés entre 10 et 10,5. Les gens les plus sympas m'ont dit que c'était un demi-point de trop par rapport à ce qu'il fallait, donc il fallait pas s'inquiéter pour ça. Mais quel que soit votre parcours universitaire, si vous avez un projet qui est construit, qui est vraiment bien pensé et qui est porteur, vous trouverez quelqu'un qui verra en vous un futur professionnel ou une future professionnelle qui a du potentiel, un sujet de recherche qui peut fonctionner. Donc ne vous sentez jamais illégitime à vous renseigner sur la recherche, parce que vous y avez votre place. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci. C'était super. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bien dans ma thèse. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez toujours retrouver les podcasts sur SoundCloud, sur Spotify ainsi que sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt.